Alors je pense qu'il y a deux sortes de difficultés. La première, c'est que pendant toute la période communiste, les partisans ont été présentés en héros, c'est-à-dire une espèce de culte qui s'est développé autour des héros et en particulier du maréchal Tito. C'est le premier problème. Cette histoire des partisans dans la période communiste, c'est aussi une histoire souvent politique et diplomatique assez dépassée. Et depuis la fin du communisme, donc depuis 1990, très peu de gens, très peu d'historiens se sont intéressés aux partisans. Et quand ils l'ont fait, c'était au contraire pour dénigrer les partisans, les diaboliser. Donc on est prisonnier entre ces deux visions très tranchées et très opposées. Donc c'est la première difficulté, c'est la politisation de cette question. La deuxième difficulté, c'est les sources. Il y a une littérature secondaire absolument pléthorique, donc il est très difficile de maîtriser et qui en plus est de qualité très inégale. Et en ce qui concerne les sources archivistiques, il y a beaucoup de sources publiées, mais là aussi on risque de s'y perdre, et puis on ne sait pas comment les documents ont été sélectionnés, parfois ils sont coupés, donc ça demande d'aller dans les archives. Le problème principal étant que les archives les plus riches sur le mouvement des partisans et sur la Seconde Guerre mondiale sont les archives militaires à Belgrade, qui sont d'un accès difficile. Alors, comme je le disais tout à l'heure, les approches du mouvement des partisans sont généralement politiques ou diplomatiques. C'est vrai aussi des auteurs occidentaux. C'est-à-dire les acteurs occidentaux qui ont travaillé sur la Seconde Guerre mondiale en Yougoslavie et sur le mouvement des partisans se sont surtout appuyés sur les archives britanniques et américaines. Et donc, on a reconstitué les rapports entre Tito, Draža Mihailović, dont le leader des Tchétniks royalistes, et puis Churchill, Roosevelt, et on ne s'est pas intéressé à comment les partisans avaient organisé concrètement la vie dans les territoires libérés. Or, ces territoires libérés ont été assez nombreux, leur libération a duré plus ou moins de temps, mais il y a eu des régions, en particulier la Bosnie occidentale sur laquelle je travaille, où la libération, disons, a duré assez longtemps pour que les partisans mettent en place leur propre système politique. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette région pour étudier le système politique mis en place par les partisans d'une façon locale ou plutôt régionale. Alors, dans le cas de la Bosnie occidentale, le soulèvement des populations serbes est largement spontané. C'est une réaction au massacre que commettent les Ustashi croates, donc les fascistes croates qui ont une politique de type génocidaire par rapport à la population serbe. Et donc les populations serbes rurales se soulèvent de façon relativement spontanée. Au même moment, les militants du Parti communiste, qui sont surtout des militants urbains, quittent les villes et rejoignent les campagnes, d'une part parce que la répression dans les villes leur permet pas de survivre dans un contexte urbain, et puis les militants communistes vont dans les campagnes encadrer la paysannerie. Et petit à petit, les communistes yougoslaves vont encadrer cette population sur le plan politique, sur le plan militaire, et mettre en marche tout un processus de mobilisation. Alors cette mobilisation, elle se traduit par des activités politiques très intenses, de rassemblements, de petites réunions dans les villages, mais aussi de grands rassemblements pour célébrer des événements tels que l'anniversaire de la Révolution russe ou l'anniversaire de l'Armée rouge. Il y a une dimension soviétique très forte. Et par là, ils arrivent à politiser au moins une partie de cette paysannerie où ils vont puiser leur nouveau cadre. C'est-à-dire au fur et à mesure que le mouvement des partisans, et en particulier l'armée, se développe, on a besoin de nouveaux cadres. Et puis ce que j'essaye de montrer, c'est comment cette mobilisation politique est un préalable à la mobilisation militaire. Non seulement au sens de rentrer dans l'armée, mais aussi de créer des unités militaires mobiles. C'est-à-dire au début du soulèvement, les paysans serbes défendent leur village et ne veulent
pas trop quitter leur village, et toute la difficulté, mais aussi le génie des cadres communistes yougoslaves, c'est d'arriver à faire bouger ces paysans, ces mobilisations dans le sens géographique du terme. Alors, une des préoccupations principales des partisans, c'est la nourriture. Les partisans sont surtout implantés dans des régions montagneuses, donc des régions qui sont déficitaires en nourriture, c'est-à-dire qui ne produisent pas assez pour se nourrir. Et dans ce contexte-là, les partisans doivent non seulement nourrir la population locale, mais aussi l'armée. Une armée, elle a besoin d'armes d'un côté et de nourriture de l'autre. C'est un enjeu majeur. Alors pour répondre à ce défi, les partisans vont mettre en place toute une agriculture, toute une activité agricole sur un mode très collectif. C'est-à-dire d'un côté, les terres reste la propriété des paysans, sauf dans des cas particuliers tels que la confiscation des terres pour les ennemis du peuple, ou dans le cas où la famille qui possédait ces terres a complètement disparu dans la guerre. Mais généralement, la propriété des terres reste aux paysans. Par contre, l'organisation des récoltes, toutes les activités agricoles sont organisées sur un plan collectif, sous une forme assez militarisée aussi, puisque ce sont des brigades de travail, des compagnies de travail, enfin, il y a tout un aspect très militarisé. Mais les partisans arrivent comme ça à assurer la nourriture de la population et de l'armée. Alors, théoriquement, cette alimentation de la population locale et de l'armée est basée sur des contributions volontaires. Ce qu'on appelle les contributions volontaires, c'est-à-dire les paysans sont censés ne donner que ce qu'ils veulent bien donner. Alors, les choses sont plus compliquées, évidemment. Au tout début du soulèvement, les paysans vont nourrir en fait leur famille et les combattants les plus proches, qui sont généralement des membres de leur famille aussi. Au fur et à mesure que va se dérouler ce processus de mobilisation dont j'ai parlé, la paysannerie va devoir nourrir des unités de l'armée qui ne sont pas liées étroitement au territoire. Et c'est là que rentrent en jeu ces contributions volontaires. Alors ces contributions volontaires sont plus ou moins volontaires, c'est-à-dire qu'il y a des pressions exercées sur les paysans pour qu'ils donnent une partie de leur récolte, mais ce sont des pressions morales. Par exemple, dans les réunions de la population locale, eh bien, on va lire la liste de ceux qui ont plus donné et la liste de ceux qui ont moins donné, donc qui sont des saboteurs. Donc il y a vraiment une pression morale qui s'exerce, mais qui ne va pas jusqu'à la contrainte physique, parce que les partisans doivent entretenir avec la paysannerie un rapport assez délicat et subtil, dans la mesure où en 43, même 44, la paysannerie peut toujours passer de l'autre côté, par exemple rallier les tchétniks ou se réfugier dans la passivité. Donc les partisans et les cadres des partisans sont obligés de développer avec la paysannerie un compromis, de trouver une économie morale collective, c'est-à-dire une définition commune de ce qui est juste et légitime, et c'est seulement à la fin de la guerre une fois que les partisans et le Parti communiste ont établi leur hégémonie, que les rapports avec la paysannerie vont changer et qu'on va avoir recours là à des réquisitions forcées, y compris par la contrainte physique, et réquisitions forcées qui se retrouveront dans les premières années de l'après-guerre. Alors, le parti donc se réorganise dans les campagnes, perd beaucoup de cadres dans les combats et doit donc renouveler sans cesse ses cadres en puisant dans la paysannerie directement, en intégrant dans le parti les membres des comités régionaux, locaux de libération nationale, en puisant aussi beaucoup dans l'armée, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les combattants obtiennent le grade de sous-officier, officier, etc., enfin plus ils montent dans la hiérarchie, plus ils sont poussés à adhérer au Parti communiste. Donc la guerre est aussi un moment de promotion sociale très importante de moins une partie de la population paysanne.
Plus généralement, le parti reste un parti stalinien dans son fonctionnement interne et dans son idéologie interne, mais comme je l'ai dit, élabore un compromis avec la paysannerie qui fait que les pratiques du Parti communiste dans les territoires libérés ne sont pas des pratiques staliniennes. C'est-à-dire le Parti communiste n'a pas une hégémonie suffisante pour imposer à la paysannerie des pratiques de type stalinien. C'est ce qui fait de ces territoires libérés des territoires où vont se développer des pratiques assez originales mais provisoires. Et après la guerre, j'ai déjà évoqué qu'en 44-45, on passe à des contributions volontaires aux réquisitions forcées. Et cette pratique des réquisitions forcées va se prolonger dans l'après-guerre et va, d'une certaine façon, rompre cette économie morale, rompre ce compromis qui s'était créé entre le Parti communiste et la paysannerie. Le Parti communiste va avoir jusqu'en 52-53 une politique de plus en plus dure envers la paysannerie, avec des tentatives de collectivisation à partir de 47-48. C'est-à-dire que la rupture entre Tito et Staline amène le Parti communiste yougoslave à faire une espèce de surenchère sur le modèle soviétique pour montrer que c'est lui qui est orthodoxe et non pas le Parti communiste de l'Union soviétique. Et puis différents facteurs, dont une agitation paysanne opposée au Parti communiste. Je pense en particulier à un soulèvement qui se produit en Tsazinska Krajina, donc le parti de la Bosnie occidentale. Eh bien, ces troubles paysans, le refus de produire pour l'État, vont amener le Parti communiste yougoslave à abandonner la collectivisation en 1952-1953. James Scott, dans ses travaux les plus récents, enfin disons depuis une vingtaine d'années, a beaucoup insisté sur les formes quotidiennes et implicites de résistance de la paysannerie par rapport au pouvoir en place. Ce qui est intéressant, mais exclut les formes de résistance ouvertes et ouvertement politiques qu'on peut voir à l'œuvre dans la Yougoslavie de la Seconde Guerre mondiale. Dans ses travaux plus anciens, il avait travaillé sur, par exemple, les soulèvements paysans au Vietnam, mais en opposant toujours de façon très binaire des élites intellectuelles politisées et résonnant sur un plan national et une paysannerie résonnant sur un horizon simplement local et dont les motivations ne seraient pas politiques mais d'ordre, disons, plutôt privé. Moi je m'oppose à cette vision binaire, c'est-à-dire qu'effectivement au moins au début et même on peut dire tout au long de la guerre, on voit ce contraste entre cadre communiste et paysannerie locale, mais on oublie, enfin James Scott oublie ce processus de promotion sociale qui fait que des paysans deviennent des membres et des cadres du Parti communiste et que le Parti communiste développe une énergie incroyable pour politiser la paysannerie dans son ensemble. Et il y a bien au cours de la guerre un phénomène de politisation de la paysannerie qui recompose au moins ce dispositif binaire entre le Parti communiste et la paysannerie. Voilà ma critique de James Scott, mais critique très amicale.